Bonsoir les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Nouveau live pour ce soir, juste après les annonces du CES, donc après les 3 Media Day, pendant lesquels on a eu des surprises, des montres qui n'étaient pas attendues, notamment avec une bonne dose d'innovation sur la Matrix Powerwatch 2, que j'ai présenté dans un article sur le blog. Vous pourrez aller voir ça si vous voulez plus de détails, sinon on en reparlera dans la vidéo. Puis des montres qui étaient attendues, il y avait eu des fuites sur la Vivo Active 3 avec connexion LTE. Et puis au contraire, des montres qui n'ont pas été annoncées. Alors j'avais prédit qu'elles ne seraient pas annoncées, mais ça s'est concrétisé, et typiquement la Phoenix 6, pas mal de gens commençaient à l'espérer en disant que la Phoenix 5 commençait à dater, etc. Voilà, moi j'avais dit qu'il n'y aurait pas de Phoenix 6, ça a bien été le cas, donc du coup ça laisse un petit peu, on pourra aussi discuter ce soir de ce qui n'a pas été annoncé, donc les montres, la Phoenix 6, la montre GPS Rival de Wahoo. Donc si je fais un petit récapitulatif sur ce qui a été annoncé au CES cette année, Garmin a tiré le premier avec la Vivo Active 3 LTE Verizon. On peut en discuter, c'est une montre qu'on ne verra pas arriver en France. Alors sûrement dans quelques mois ou quelques années, parce que ils vont nouer des partenariats avec d'autres opérateurs, c'est sûr. Mais en tout cas pas tout de suite, et je pense même pas du tout cette année. Ensuite, il y a Withings qui a sorti une montre alors plus simple, un tracker d'activité sous forme de montre hybride, c'est-à-dire une montre analogique avec des aiguilles, mais qui est connectée et qui fait électrocardiogramme. Donc là, on voit un petit peu se dessiner justement l'avenir des nouveaux capteurs. Ça a commencé par l'Apple Watch, il y a l'électrocardiogramme, il y a quelques devices qui sortent avec la mesure de la pression sanguine également. Ensuite, je n'en ai pas parlé, mais Mobvoi a sorti 2 TicWatch, E2 et S2. J'en ai pas parlé parce que si je commence à parler de toutes les montres connectées que sortent tous les fabricants chinois, clairement je vais crouler sous les informations. Souvent, c'est des copies assez bas de gamme et donc finalement assez léger en fonctionnalité de sport. Souvent, ce qui pêche dans les copies chinoises, c'est tout ce qui est software. Bon. Et puis, la grosse nouveauté pour moi, c'est la PowerWatch 2. Qui est donc une montre GPS qui n'a plus besoin de chargeur puisqu'elle se recharge soit par un cadran solaire, soit par la chaleur de votre corps. Alors pour l'instant, il y a assez peu d'autonomie, c'est 60 à 90 minutes, mais comme je dis, il y a des gens qui disent ça sert à rien. J'ai eu un commentaire là-dessus, quelqu'un qui a dit ça sert à rien, on peut même pas faire un footing long. Et ce à quoi je réponds, oui, mais pour quelqu'un qui court 60 minutes tous les jours, il n'a plus besoin de recharger sa montre. Il fait son footing et ensuite la chaleur de son corps, le soleil, ça recharge la montre jusqu'au lendemain, il repart courir le lendemain et tout est nickel. Je prends la première question de Rémi. Polar en fait a toujours eu une gamme assez resserrée. Si on remonte, on va dire jusqu'à 2014-2015, il y avait en gros la V800 et la M400, 2 montres, c'est tout. Une entrée de gamme avec le sigle M et une haut de gamme avec le V. Ensuite, ils ont essayé d'élargir un peu leur gamme avec la M200 pour vraiment l'entrée de gamme, la M600 où là ils ont fait une tentative de montre plus connectée avec Android Wear. Ils ont renouvelé ensuite la M400 en M430, donc là ils se sont montés à une gamme à 4 montres. C'est rien comparé à ce que fait Garmin. C'est à peu près dans ce que faisait Suunto au moment des Ambit 3, mais maintenant Suunto a aussi très étendu sa gamme. Et puis maintenant, ils ont sorti 2 Vantage, une V et une M. Et vu qu'ils ont une roadmap déjà de 6 mois
sur des nouvelles fonctionnalités à apporter, mais qui ne sont pas des nouvelles fonctionnalités, qui sont des fonctionnalités qu'on trouvait sur la V800. Donc en fait, ils ont déjà une roadmap de 6 mois juste pour amener la Vantage V au niveau de ce que faisait la V800. Donc là, à mon avis, Polar va pas sortir de montre de sitôt. Après, il y a deux créneaux préférentiels, l'été et puis la rentrée Noël. Donc moi, je verrais bien Polar sortir une nouveauté pour Noël, mais pas avant. Alors après, ce que je dis, ça n'engage à rien, hein. J'ai pas de scoop. Mais voilà, c'est mon analyse, que Polar sera plutôt pour la rentrée, on va dire, entre le mois de septembre et octobre, en vue des cadeaux de Noël, quoi. Ensuite, Suunto. Eh ben, Suunto, en ce moment, ils communiquent beaucoup. Alors, ils n'ont rien annoncé comme nouvelle montre. D'ailleurs, j'attends avec impatience de voir comment ils vont décliner leur gamme Suunto avec un numéro. Parce qu'ils ont décliné la gamme Spartan en Spartan Trainer, Spartan Sport, Sport, Vrist HR, Spartan Ultra, et j'en oublie une. Non, ça doit être tout. Donc avec un peu et Spartan Sport, Vrist HR, Barreau. Donc ils l'ont décliné avec 5, avec différentes combinaisons de capteurs, d'autonomie, etc. Et de capteurs cardio au poignet, altimètre barométrique ou pas. Et donc là, pour l'instant, avec les Suunto à numéro, on a la Fitness, la Suunto 3 Fitness, qui s'adresse clairement pas à un public course à pied, qui s'adresse vraiment à des gens qui cherchent à entraîner leur cardio, mais pas, c'est pas une entrée de gamme au sens d'une entrée de gamme de gens qui utiliseront juste pour mesurer le nombre de kilomètres qu'ils font et dire à la fin de l'année j'ai fait tant de kilomètres. Ensuite, à l'opposé du spectre, il y a la Suunto 9 qui a déjà été déclinée donc en une barreau et une non barreau. Et j'attends de voir en fait ce qu'ils vont sortir au milieu. Et est-ce qu'ils vont conserver ce qu'ils ont fait là depuis 2 ans, garder le même logiciel décliné sur toute la gamme? Est-ce qu'au contraire, ils vont nous sortir quelque chose de nouveau? Alors sur ça, il y a quand même une petite fuite d'un athlète Suunto qui a parlé sur une photo Instagram, je crois, qui a parlé d'une navigation enrichie. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière le thème enrichi? On peut penser à la carto, on peut penser à plus de données. Donc bon, je ne sais pas encore trop. Je verrais bien une cartographie simplifiée, un peu sous la forme de ce qu'il y avait sur la Phoenix 2, c'est-à-dire pas une carte en couleur, mais quand même plusieurs tracés de route. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste une trace bleue, qui est la trace à suivre, eh bien qu'on voit quand même les différentes routes autour, mais sans qu'on voit par exemple la forêt, les bâtiments, etc., comme on le voit sur les Phoenix 5 Plus. Donc ben là, on va voir ce que ça donne et on va voir ce qu'il en sort. On va voir s'ils sortent un modèle plus running en milieu de gamme, donc ce qui serait une Suunto 6, Suunto 4, Suunto 5, enfin quelque chose comme ça, quoi. Mais donc pour en revenir au début, Suunto par contre a beaucoup communiqué depuis le 1er janvier là, sur l'intégration d'autres plateformes. Donc ils ont annoncé, en fin 2018, ils avaient implémenté l'intégration de Strava. Et là, pendant la semaine du CES, ils ont annoncé l'intégration de Training Peaks et aujourd'hui, ils ont Endomondo, donc qui est une application Under Armour. Et on sent qu'ils cherchent, dans leur communication, on sent qu'ils cherchent à essayer de faire venir à eux, d'attirer plein d'applications et de se connecter. Et en gros, leur discours, c'est nous, on offre les capteurs et venez connecter votre application dessus, quoi. Alors, ça peut avoir un intérêt, c'est ce que je vois sur Training Peaks, parce qu'en fait, Training Peaks permet de construire des plans d'entraînement. Et donc finalement, est-ce que Suunto là est pas en train de nous présenter sa solution pour la programmation des entraînements, c'est-à-dire qu'au lieu de le développer eux-mêmes, tout simplement de connecter un service et puis de dire c'est cette application-là qui va vous fournir le plan d'entraînement, quoi. Donc pour l'instant, c'est pas encore ça, mais c'est peut-être quelque chose. Voilà, c'est peut-être l'idée de la stratégie de Suunto, quoi. Alors là, c'est Tom. Alors, j'ai été sollicité pas mal de fois là depuis cet été. J'ai été sollicité par des
à des athlètes, on va dire pro, semi-pro, j'en sais rien, j'ai pas été vérifier leur pédigré, hein, mais pour que je les sponsorise, j'ai été sollicité par un influenceur pour que je lui file une montre pour qu'il la teste et qu'il poste des photos en taguant mon profil sur Instagram. Et effectivement, j'ai un peu le souvenir de cette histoire de développement d'une montre, hein, mais je crois que c'est une connerie, hein, Ah si, non, mais si, c'était une marque. Non, en fait, c'est une entreprise chinoise qui proposait de produire ma montre. Donc bon, bah, clairement, hein, c'est des gens qui n'ont pas passé beaucoup de temps ni sur le blog ni sur le profil de n'importe quel réseau social pour voir que bah, en fait, moi, je produisais pas de montre et que ben, le chargé de com de cette entreprise en Chine, ben, j'allais pas être leur client, quoi. Hein, mais oui, il y a ça. Donc voilà, trois genres de sollicitations que j'ai eu. C'est assez nouveau, hein. Je dirais que jusqu'à l'été dernier, j'avais pas ça. Et là, c'est arrivé coup sur coup, là, ces trois trucs. C'est Suunto qui est présent, mais qui n'a rien annoncé. Enfin, en tout cas, pas de montre. Et Polar qui n'est pas présent. C'est exactement ça. Cela dit, ça n'empêche pas, par exemple, l'année dernière, Suunto n'était pas présent au CES et ils avaient un peu profité de l'événement pour annoncer la Suunto 3 Fitness. Donc en fait, ils avaient simplement publié un communiqué de presse pendant la semaine du CES, en même temps que tout le monde, alors qu'ils n'étaient pas présents au CES. Et en fait, du coup, on voit peut-être cette année l'opposé de la stratégie, c'est-à-dire que bah, finalement, il y a assez peu de marques qui ont dévoilé quelque chose, une montre au CES. Et peut-être justement parce que bah, ils se sont rendus compte qu'il y avait tellement d'annonces qui sont faites lors du CES qu'en fait leur communiqué de presse, ben voilà, à part peut-être de s'appeler Sony, LG, Samsung, voilà, Samsung, ils pourraient très bien annoncer quelque chose au CES. Ils sont une énorme marque, tout serait repris. Mais en fait, il y a deux autres cas. Il y a le cas Apple. Apple n'a pas besoin d'être au CES, d'annoncer ces trucs au CES. En fait, Apple, il suffit qu'ils disent on organise un événement tel jour et tous les médias sont là et le net, il va être bombardé d'annonces de la nouveauté Apple. Donc ça, c'est le tout haut du spectre. Et en fait, dans le bas du spectre, eh ben, on a des marques comme Polar, Suunto. À l'échelle des marques électroniques, c'est des entreprises qui sont toutes petites. Elles n'ont pas une énorme notoriété, elles n'ont pas une énorme puissance de frappe. Et finalement, ben, peut-être qu'avec les années qui passent, les marques de montres GPS se rendent compte, en tout cas pour la branche sport, pas la branche montre connectée, mais la branche sport se rend compte que finalement, il y a peut-être assez peu de retour sur investissement. Et donc, bah, c'est peut-être pour ça que, en fait, on a tous, je pense, interprété l'annonce de la Fenix 5 Plus pendant l'été comme, ben, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'avais analysé. Ils ont pris du retard sur l'intégration de tel service, j'en sais rien. On l'a un peu tous interprété comme ça. Et finalement, c'est peut-être le contraire, hein. Peut-être que Garmin a essayé de faire du CES sa scène pour annoncer des nouveautés. Et peut-être qu'au fil des ans, ils se sont rendus compte que bah, c'était pas si intéressant que ça. Ils ont annoncé la Phoenix 3, ils ont annoncé la Phoenix 3 HR. Ensuite, ils n'ont pas annoncé la Phoenix 5, ils avaient annoncé ils ont annoncé la Phoenix 5 en 2017. Et en 2018, ils ont annoncé la Forerunner 645, mais pas de Phoenix 5. Et peut-être que maintenant, bah, justement, ils vont passer dans une stratégie où ils se rendent compte que la Phoenix 5, c'est un peu une montre outdoor et que finalement, il vaut peut-être mieux l'annoncer juste au début de l'été pour les ventes pendant l'été. J'en sais rien. De toute façon, c'est assez rare. Là, Garmin, maintenant, est passé dans un mode où ils annoncent une montre et elle est disponible quasiment tout de suite. Mais alors que pendant le CES, ils ont plus un mode où ils annoncent une montre en disant elle sera disponible en mai ou elle sera disponible à la fin du premier trimestre. Donc en fait, ils annoncent et il faut attendre pour la date de disponibilité. Alors que sur certaines montres, comme les Phoenix 5, Phoenix 5 Plus, ça a été j'annonce et poum, elles sont disponibles tout de suite, quoi. Donc ça, bon, voilà, c'est des stratégies de marque. Elles font des tests, elles ont sûrement plein d'indicateurs
pour mesurer le retour et voir si la communication est bonne, si l'événement est bon. Bon. Simon, qui me dit, très bonne vidéo. Bah ouais, en fait, le format où je parle en allant au boulot ou en allant chercher le pain, bah c'était un peu un test pour moi et finalement je me suis rendu compte que bah, c'est des vidéos qui cartonnent. En fait, bah, moi ça me prend pas trop de temps, c'est des vidéos qui font 8-10 minutes. Ça me permet de vous expliquer quelque chose parce que, ben, mine de rien, hein, depuis 5 ans, presque 5 ans, que je tiens ce blog, j'ai déjà vu des milliers de commentaires, des milliers de messages mail. Et donc, bon, voilà, là, par exemple, quand j'ai fait les 2 dernières vidéos sur les problèmes d'intégration, de synchronisation de données entre ce que donne une montre et ce qui est vu sur Strava, ou du fonctionnement du capteur de température, vous pouvez aller les voir hein, sur YouTube. Bah, en fait, c'est des vidéos auxquelles, enfin, c'est des problèmes auxquels j'ai déjà répondu, mais je sais pas, peut-être pas des centaines de fois, mais peut-être des centaines de fois. Et finalement, ben, voilà, il suffit juste que ça fasse tilt dans ma tête et de me dire, attends, mais ça, j'ai répondu plein de fois par mail à des gens qui me parlent là, et ça revient encore et encore et encore. Donc voilà, donc en fait, ça marche super bien. C'est des vidéos qui cartonnent. En fait, franchement, hein, elles font plus de vues que quand je publie une vidéo sur le test d'une montre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. J'avais pas du tout anticipé ça. Je l'avais pas fait pour ça. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est là qu'on se rend compte que ça répond à un problème, que ça répond à des questions de gens qui n'avaient pas bien compris comment ça marche, qui ne comprenaient pas pourquoi ça ne marche pas. Et finalement, c'est aussi pour ça que je fais des lives. Hein, ça prend toujours pas mal de temps de faire un live. On fait chaque fois, j'annonce qu'on fait 1 heure et en fait, chaque fois, on dépasse l'heure, mais parce que voilà, vous avez toujours des questions. Et voilà, Fabien dit que c'est intéressant de m'écouter. C'est aussi intéressant d'avoir votre retour. Et d'ailleurs, alors c'est arrivé juste avant Noël, j'ai croisé quelqu'un dans la rue et qui m'a dit bonjour. Vraiment, on a discuté 10 minutes, il allait au boulot, j'allais au boulot. Voilà, n'hésitez pas, si vous me croisez dans la rue, je vous dirai toujours bonjour. C'est rare que je sois en retard, pressé ou quoi. Je prendrai toujours 10 minutes, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, voilà, l'an dernier, j'ai été reconnu 3 fois dans la rue. C'est pas pour flatter mon orgueil, mais voilà, c'est encore un autre type de rencontre où ça permet de discuter à l'occasion. Hein, puis à l'occasion, si on peut aller courir ensemble ou autre, avec plaisir. Alors, quelles sont les différentes technologies que l'on pourrait voir apparaître sur les montres outdoor, sport, connectivité pour le futur? Simon, je pense que c'est il y a 2 ans, j'avais dû publier un article sur les nouveaux capteurs qu'on allait voir arriver dans les montres. L'électrocardiogramme en faisait partie, c'était dans la liste. Il y avait le capteur de pression sanguine, le capteur d'oxygénation sanguine. Donc, bon là, c'est pas moi qui les ai créés, hein. Je me suis documenté sur le net et j'avais cherché un petit peu. Donc voilà, il se trouve que je suis tombé bon pour l'électrocardiogramme avec l'Apple Watch et donc maintenant la Withings. J'avais vu juste pour l'oxygénation sanguine, puisque maintenant on la trouve sur le Vivo Smart 4 et sur la Fenix 5X Plus. Faudrait qu'à la rigueur je fasse une mise à jour. Bien vu Simon là, que je fasse un peu une mise à jour de. Là pour ce qui est de Garmin spécifiquement, bon t'en parles pas, hein, tu parles de Garmin Suunto Polar, mais je pense que les stratégies Suunto Polar seront différentes de Garmin. En fait Garmin, ils ont atteint un niveau de domination du marché sport. Et du coup, tel que je l'analyse, hein, c'est pas eux qui me l'ont dit, hein, mais tel que je l'analyse, je pense que ils préfèrent maintenant, plutôt que d'essayer de grappiller quelques pourcents de part de marché du sport, je pense qu'ils se disent qu'ils ont plus à gagner en attaquant maintenant le marché des montres connectées, parce que c'est un marché qui est beaucoup plus gros, tout simplement. Hein. Il y a beaucoup plus de gens qui portent une montre connectée que de gens qui font du sport avec leur montre ou qui achètent une montre pour faire du sport.
Donc finalement, gratter 10% de part de marché sur le sport, je pense qu'ils ont moins, ce serait plus difficile et le retour serait moins important que s'ils grattaient 10% sur le marché des montres connectées. Et ben en fait, voilà, depuis un an, bon, ils ont introduit maintenant Wi-Fi, paiement sans contact, écran tactile, le magasin d'applications avec Connect IQ, sur lequel il n'y a pas que des applications de sport. C'est pas encore un Apple Store, mais il y a quand même Uber, il y a Samsung SmartThings, donc qui permet de connecter de contrôler la domotique de sa maison. Et puis bah, maintenant, ils introduisent donc le lecteur de musique avec l'intégration Deezer, Spotify. Maintenant donc la 4G avec les puces LTE. Donc maintenant, comme je disais, c'est limité à Verizon. Je pense que ça va s'ouvrir petit à petit. Donc quelqu'un me disait, oui, mais ça va venir en France. Et à ça, je réponds, oui, c'est pareil que le paiement sans contact. Ça va venir un jour. Maintenant, si je vous dis quels sont les nouveaux partenariats que Garmin a signés dans le paiement sans contact depuis un an, bah, c'est zéro, quoi. Il y a toujours que quelques crédits mutuels d'Île-de-France et de Bretagne. Ensuite, il y a Max qui permet de faire en fait l'interface entre votre carte qui n'est pas compatible avec Garmin Max et Garmin Pay. Mais concrètement, ils ont, en France en tout cas, ils n'ont développé aucun nouveau partenariat avec aucune banque pendant un an, enfin depuis un an. Donc là, ils ont le partenariat avec Verizon. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur, en fait, c'est physiquement, hein, c'est une carte SIM Verizon. Donc ce ne sera pas possible de l'utiliser avec un autre opérateur. Donc en France, vous oubliez la Vivo Active Music LTE. Pour l'instant, c'est non. Et il faut qu'ils signent un partenariat avec chacun des opérateurs. Donc ça va prendre du temps. Et quand je vois le rythme auquel se développent les partenariats dans le paiement sans contact en France, bah, je me dis que le partenariat avec les opérateurs de téléphone, c'est pareil, hein, parce que si je suis Orange, pour moi, Garmin, c'est peanuts, quoi. C'est rien du tout. Combien de gens qui vont acheter une Garmin LTE? Ça va se compter en centaines, en peut-être quelques milliers en France. Donc en fait, à l'échelle de Orange, c'est en tout cas pas Orange qui sera pushy pour essayer. Si c'est Apple, ouais, là, Apple, je pense que tous les opérateurs sautent dessus pour essayer d'avoir la compatibilité avec Apple Watch. Mais donc Apple Watch LTE. Mais pour ce qui est de Garmin, c'est un acteur qui est tout petit à l'échelle d'un opérateur téléphonique télécom d'un pays, quoi. Des nouveautés pour les écouteurs running. Je ne sais pas si tu t'y intéresses. Bah écoute, alors là, c'est question de Mathieu. C'est pas que je m'y intéresse spécialement. J'en ai pas testé beaucoup, mais tout simplement parce qu'en fait, j'ai arrêté de chercher. J'ai testé le Aftershock Strex Air. Ça, vous pouvez trouver pareil, hein, toujours, le test sur le blog dans la catégorie test. Et en fait, il est tellement génial pour le running que franchement, j'ai même pas envie de chercher ailleurs. Alors, pour le décrire vite fait, hein, c'est un écouteur par conduction osseuse. Donc en fait, vous n'avez rien dans les oreilles, ça tient pas chaud l'été, c'est pas désagréable au bout de 2 heures, ça ballotte pas parce que c'est hyper léger, il y a juste un fil de titane qui passe derrière et ensuite quelque chose qui... Ça gêne pas avec les branches de lunettes. Et il y a le côté sécurité, c'est-à-dire que comme on a les oreilles libres, on entend les dangers enfin en tout cas les bruits autour de nous, on entend les dangers qui arrivent. Donc en fait, franchement, j'ai même pas envie de chercher. Autant les montres, j'aime bien tester les montres, essayer de voir, parce que il y a en fait quasiment à chaque nouvelle montre, il y a enfin peut-être pas à chaque, mais chaque année, il y a des nouveautés. Essayer de voir des usages particuliers qu'on pourrait faire de l'une de l'autre, voir s'il y a une meilleure qualité-prix, quoi. Là, le Aftershocks, c'est pour le sport, mais c'est top, quoi. Mise à jour Polar Vantage V. Oui, il y a quelque chose, je ne l'ai pas publié parce que j'étais dans le CES, mais j'ai vu passer quelque chose. Il faudra que je vous le partage peut-être demain, du coup. Là, cette fois, ils ont annoncé mise à jour en février. Alors, comme j'ai été sur le CES et puis au boulot, hein, parce que j'ai un boulot dans la vie, j'ai pas regardé quel était le contenu, mais du coup, je pense que si vous retournez sur le test de la Vantage V, j'avais donné la roadmap. Du coup, voilà, à la rigueur, je peux vous la trouver
J'avais donné la roadmap sur le test de la Vantage V, et donc je pense que du coup il suffit de lire prochaine mise à jour février. Donc là je vais vous donner le contenu dans quelques secondes. Voilà. Donc la mise à jour de décembre qui ajoute le compteur d'intervalle et le chrono compte à rebours, c'est bon. Et ensuite, ils avaient annoncé donc pour la première mise à jour 2019, Smart Notification, retour départ et suivi d'itinéraire. Donc voilà, ça pour février. Donc ça veut dire que là, typiquement, là actuellement, je ne la porte pas parce que j'ai la Garmin Instinct. J'ai publié le test lundi. D'ailleurs, vous pouvez voter sur la page Facebook là, pour la photo que vous préférez pour illustrer l'article. Et puis j'ai la Coros Apex, le petit modèle, le modèle 42 mm, qui est vraiment très joli, hein. C'est brillant, très sympa. Et donc là, en février, lorsqu'il y aura la mise à jour sur la Vantage V, je ressortirai la Vantage V, notamment parce que le suivi d'itinéraire, je suis curieux de voir comment ils l'ont implémenté. Vu qu'ils ont un peu changé, ils ont apporté leurs petites touches à eux sur l'interface de la présentation des données, notamment avec le petit graphique là où il y a la moyenne sur le côté gauche et la valeur instantanée sur le côté droit. Donc je suis curieux de voir ce qu'ils auront fait sur le suivi d'itinéraire. La Coros, tu sors un test. Oui, Frédéric, je sortirai un test, mais en fait actuellement j'ai une sale blessure qui est un petit peu longue à guérir. Je vois un orthopédiste mercredi la semaine prochaine. Donc je vous avoue que là sur la partie triathlon autant j'ai pu avancer sur la partie randonnée outdoor de l'Instinct, autant pour une utilisation vraiment triathlon, j'ai un peu du mal à avancer sur le test là. Donc bon, j'aurai un peu plus d'infos mercredi avec l'orthopédiste, l'IRM que j'ai déjà faite, mais voilà. Donc oui, il y aura un test Coros, j'espère qu'il sera aussi complet que d'habitude. Et sinon, ma solution de repli, si jamais la guérison est un peu longue, c'est de vous sortir un test sans la partie précision, parce que j'aurais pas fait beaucoup de sorties là-dessus. Donc voilà, au pire, je vous sortirai un test du fonctionnement, de toutes ses capacités, toutes ses fonctionnalités, tout ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et puis, je ferai une mise à jour quand je pourrai sur la partie précision. C'est un peu le lot des sportifs, hein. Je pense que vous l'avez tous connu, le moment de la blessure. Personne n'apprécie, mais voilà. Il faut passer et ensuite il faut revenir. Merci pour tes encouragements. Toujours pas de carto sur cette montre, Greg. Ah non, la carto, franchement, la carto, c'est quelque chose, j'ai déjà dû en parler, je crois, dans le dernier live. C'est quelque chose qui est pas facile à intégrer. Parce qu'en fait, c'est pas juste une image, en fait. C'est une image, il faut avoir les tracés des routes. Il faut avoir, là pour le coup, Garmin a un modèle numérique de terrain qui permet d'avoir de pointer des altitudes à chaque endroit sur la carto. Donc c'est vraiment techniquement, je pense que c'est compliqué. Tout comme pour moi, ce qui est techniquement compliqué, c'est la cartographie, intégrer la cartographie, intégrer de la musique en streaming, type Deezer et Spotify, liaison 4G. D'ailleurs, c'est pas étonnant hein, si Garmin a délégué ça sur la Vivo Active 3 waouh, déchirer les deux cuisses. Ah, ça doit être Donc voilà, il y a des fonctionnalités comme ça qui sont compliquées à implémenter, à intégrer. Mais je suis d'accord avec toi, hein, Greg. En fait, il y a plein de gens qui disent que la cartographie, ça sert à rien, etc. Et en effet, franchement, je suis le premier à dire que le suivi d'itinéraire tel qu'on le connaît depuis 2014, hein, une trace sur l'écran, et on voit que quand la trace elle tourne ou quand on s'éloigne de la trace, il faut rejoindre la trace. Franchement, ça suffit pour la majorité des gens et ça fonctionne très bien. Je me suis jamais perdu avec un mode suivi d'itinéraire. J'ai toujours trouvé mon chemin. J'ai pu m'en éloigner, me rendre compte que je m'étais éloigné, revenir, ok. Mais ça marche très bien. Mais c'est vrai que quand on a goûté à la cartographie,
pour certaines utilisations, c'est aussi intéressant, quoi. Après, je suis quand même assez critique sur comment Garmin intègre l'ergonomie de l'utilisation de la cartographie sur les Fenix 5. Parce que voilà, je trouve que l'interface avec les 3 boutons là, c'est... en fait, dès que vous voulez rejoindre 2 points qui sont distants de plusieurs kilomètres par des petits chemins, c'est inutilisable. Enfin, non, c'est inutilisable. Si ce point fait partie de leur liste des points d'intérêt, genre aller à un refuge, là ouais, parce qu'il peut y avoir le calcul d'itinéraire automatique. Mais si vous voulez pointer sur la carte un point qui est à 3 km et y aller en choisissant par quel chemin vous allez y aller, là c'est inutilisable. Alors j'arrête de parler parce qu'il y a plein de questions qui y arrivent là. TomTom va-t-il être repris par une autre marque? Bah franchement, je sais pas trop, et tel que j'ai l'impression qu'ils laissent juste mourir le truc et puis c'est tout, quoi. Alors que je trouve ça dommage parce que je trouve qu'en termes de qualité-prix sur un segment entrée de gamme, TomTom était pas mal, quoi. Franchement, pour des gens qui n'avaient pas besoin d'améliorer leur VO2 max, enfin voilà, des coureurs du dimanche. En gros, pour le segment des gens pour le segment des montres qui seraient concurrents à une application téléphone, typiquement le concurrent de Runtastic, et ben, pour ceux-là, TomTom, c'était très bien. Donc là, moi je pense qu'à mon avis, on n'en verra plus. J'ai jamais rien vu nulle part d'intention de rachat ou de quoi que ce soit. Alors, un grand merci, eh ben, super, merci Manuel. Commentaire objectif, précis, qualitatif, ben, j'essaye et franchement, c'est pas forcément facile parce que, alors j'essaye de toujours être objectif parce que ben, je suis pas affilié à une marque plus qu'une autre. Par contre, ben, c'est vrai que moi j'ai ma façon d'utiliser ma montre, j'ai aussi ma pratique sportive. Donc bon, pour ce qui est des niveaux, je suis du niveau jusqu'à Alpha Ironman, hein, quand j'ai fait le triathlon de Nice en début d'année là, mais sans recherche de la performance. Et donc, c'est pas facile quand on a ses goûts, ses préférences, sa pratique sportive, bah, de toujours rester impartial et de pas avoir. Enfin voilà, si j'applique ma grille de lecture à toutes les montres, bah, je pourrais en trouver une complètement inutile. Alors qu'en fait non, c'est justement il faut que j'arrive à me détacher de ce que j'aime, de ce que je veux, de ce que je recherche, pour dire, bah voilà, bah, telle montre, elle conviendra à tel type d'utilisation. Telle montre, elle sera à éviter pour tous les gens qui cherchent à faire ceci, à faire cela. Et en fait, donc la difficulté dans l'impartialité, c'est pas que j'ai un parti pris pour une marque ou une autre, parce que ça, pour l'instant, je pense que j'en ai pas, mais c'est d'arriver à ne pas projeter sur tous les tests ce que j'ai envie, de voir, parce que ben, vous tous qui me lisez, vous n'avez pas forcément envie des mêmes choses que moi, vous n'aimez pas forcément les mêmes choses que moi. Alors Greg, les chemins suivis du tronc. Oui, non mais je suis d'accord, hein, Greg, avec le suivi d'itinéraire, ça m'est déjà arrivé de me tromper de chemin, mais pas de me perdre. C'est-à-dire qu'on peut se tromper de chemin, faire demi-tour et revenir. Mais je suis d'accord, hein, sur certains chemins, et notamment quand on a des chemins qui sont assez proches, mais qui partent par exemple en montagne, à flanc de montagne. Vous êtes comme ça, et vous avez un chemin qui va partir par là en montant, et un chemin qui part par là à plat. Et bien ça, quand vous avez une vue de dessus avec juste un trait, c'est-à-dire que vous suivez juste une trace, c'est très difficile de savoir s'il faut prendre le chemin en face qui monte ou le chemin en face qui monte pas. Alors que ça, avec une carte, je suis d'accord, Greg, voilà, avec une carte, c'est justement l'utilisation qui est super utile et qui en fait, quand on l'a pas, on s'en rend pas compte et ça nous manque pas. Mais quand on l'a, ça devient super appréciable. On jette un petit coup sur la carte et puis on se rend compte, ah ouais, il y a le chemin qui monte à droite et effectivement, il y a un chemin qui va tout droit et qui monte pas. Donc voilà, c'est le genre de le petit détail de finesse qu'apporte la cartographie. Et notamment sur les utilisations en montagne où moi depuis que je les ai utilisées, donc j'ai testé la Fenix 5X, la 5 Plus, la 5X Plus, la Casio ProTrek Smart F20 et la F30. Donc voilà, j'en suis à 5.
J'en suis à 5 montres testées avec la cartographie. D'ailleurs, juste après l'instinct, le prochain test, c'est justement la Casio F30. Donc voilà, ce sera, je pense, le lundi suivant. Alors Emmanuel, bon là finalement je me rends compte qu'on ne parle plus du tout du CES, mais à la rigueur c'est pas grave. Donc on me demande s'il y a un podcast. Alors non, j'ai pas du tout de podcast, je sais pas comment ça marche, je sais pas comment ça se fait. Moi j'ai juste une chaîne YouTube. Et puis donc du coup le live Facebook que j'enregistre ensuite et que j'upload sur le YouTube. Alors Greg qui nous parle de ses problèmes, la carto est lisible. Alors donc Chris, la carto est super lisible. En fait on peut zoomer jusqu'à l'échelle, je crois que c'est 1 cm pour 50 mètres ou quoi, c'est hyper lisible. Alors par contre c'est pas grand. Donc l'écran de la Phoenix 5 qui fait 30, quelque chose millimètres, 30 mm, c'est petit. Et justement c'est ce qui fait que quand on veut aller à un point loin et qu'on dézoome, là la montre en fait elle réduit le niveau de détail. Et du coup à partir d'un certain niveau où on dézoome, on voit plus tous les chemins. Donc ça veut dire que soit vous êtes à un zoom large et vous voyez votre point de départ, votre point d'arrivée, mais vous ne voyez pas les chemins. Soit vous zoomez, et là, vous voyez votre point de départ, les chemins, mais ça ne va pas jusqu'au point d'arrivée, donc vous ne pouvez pas construire votre itinéraire comme ça. C'est ça la difficulté dans l'utilisation de la carto. La meilleure montre carto. Alors pour moi, sans conteste, c'est une Phoenix 5. Même si la carto est plus belle et l'écran est plus grand sur la Casio ProTrek Smart, en fait il y a tellement de manque de fonctionnalité sur la ProTrek Smart, sur l'autonomie, etc., que je préfère de loin les Phoenix 5, enfin 5 Plus ou la 5X. Mais pour ça il y a un article que j'ai publié, je dirais en décembre, là. Allez voir sur le blog, ça doit être quand même dans les 10 derniers articles. Il y a un article spécial montre carto. Donc pour l'instant, il y en a 4 et j'ajouterai la F30 dès que j'aurai publié le test de la F30. C'est pour pouvoir t'écouter en courant. Alors je sais qu'il y a cette possibilité donc télécharger des podcasts et voilà, je connais quelques personnes qui profitent de leur trajet en voiture, en métro, en vélo pour écouter des podcasts. Alors moi ça c'est quelque chose que j'ai pas et je dois vous avouer que je me suis absolument pas intéressé à la question pour le moment. Donc je sais, voilà, techniquement je connais aucune plateforme de podcast, je sais pas comment se font les enregistrements, les uploads. En fait c'est un peu alors c'est pas toute la difficulté, mais un petit peu quand même, c'est se tenir au courant. En fait quand je regarde 5 ans en arrière, j'ai lancé un blog, une page Facebook, voilà. Et quand je fais un bond de ce que je fais maintenant, mais déjà c'est incomparable. Les tests sur le blog il y a quelques années, il y a 4 ans en arrière, et les tests de maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, les tests, ils doivent faire 10 pages quand je les tape sur Word. Il y a beaucoup plus de photos. Encore que j'ai réalisé aujourd'hui que les photos que je mettais sur le blog étaient assez petites. Parce qu'en fait, du coup, c'est assez rare que j'aille regarder mes tests. Je les regarde un coup comme ça en vite fait pour voir si la mise en page est bien, mais après, comme je suis habitué, ça devient une routine. Et du coup, c'est peut-être une question que je vais vous poser, là, savoir si vous voulez avoir des photos plus grandes. Alors après, je ne veux pas non plus que ça soit juste une galerie photo. Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est pas de vous montrer une photo de chaque écran de la montre. Moi, ce que je veux, je cherche vraiment à vous expliquer les fonctionnalités, savoir vous expliquer comment vous allez pouvoir vous en servir et les cas pour lesquels il ne faut surtout pas choisir cette montre parce qu'il y a tel point et tel point qui ne sont pas bien. Donc voilà, donc je cherche plutôt à faire du texte et à expliquer avec des illustrations images. Je ne veux pas que ce soit une collection d'images. C'est pour ça que pour l'instant, je n'avais pas donné la priorité aux images. Ça restait des petites images dans les débuts de chapitre. Et mon test, c'est l'écriture du chapitre. Il n'y a que sur la précision où je mettais des grosses images. Parce que là, c'est des courbes ou alors c'est des cartes. Donc pour la précision GPS. Donc là, c'est un peu différent. Il faut bien voir, parce que des fois, la précision de GPS, ça se joue à pas grand-chose. Mais voilà, c'est une question que je vous poserai un de ces quatre là. Vous pouvez y répondre ce soir là, si vous voulez, si vous êtes 2-3 à me dire si vous préfériez
avoir des images un peu plus grandes plutôt que les petites encarts, les petites vignettes que je mets en début de chapitre. À quand la programmation des fractionnés sur les Spartans et Suunto 9? Ben, en fait, c'est le truc qui est presque incompréhensible. Il y a tellement de gens sur les forums qui se plaignent qu'il n'y a pas la programmation des entraînements sur les Suunto qu'on peut se demander pourquoi ils l'ont toujours pas faite. Donc ça, c'est la vision qu'on a, nous, utilisateurs, grâce à Internet. Après, je pense qu'il ne faut pas oublier que Suunto, ils ont la vision, ils ont les datas, ils ont les données, ils ont les bases de données. Donc eux, ils sont capables de dire, voilà, les Ambit 3, on pouvait faire de la programmation d'entraînement et il y avait 3,7% des gens qui utilisaient la programmation d'entraînement. Ça, ils sont capables de le calculer très précisément. Ils ont les bases de données. Et donc, ils savent tout. Ils savent qui utilise sa montre pour de la course à pied, pour du multisport, qui utilise sa montre en natation. Voilà, avec leur base de données, des entraînements, des moves qui sont sur MovesCount, ils sont capables de tout analyser. Et du coup, ce que je pense, c'est que les données MovesCount ont dû leur montrer que finalement, il n'y avait pas tant de monde que ça qui utilisait la programmation d'entraînement. Et en fait, c'est là qu'on voit que nous, sur les forums, ou sur ma page Facebook, hein, ou n'importe quoi, on a une vision qui est déformée de la réalité, parce qu'en fait, il n'y a que les gens qui râlent qui viennent s'exprimer sur les forums. Tous les gens qui sont contents de ne pas avoir la programmation d'entraînement parce qu'ils ne s'en servent pas, ils ne viennent pas nous mettre un mail, un message sur le forum pour dire « Oh, moi c'est super, cette montre elle est géniale, il n'y a pas la programmation d'entraînement, de toute façon je m'en fous, je n'utilise pas. » Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a ces deux façons de voir la vérité, hein. Il y a la façon qu'on voit nous à travers les commentaires d'utilisateurs sur les forums, donc des gens qui se plaignent qu'il n'y a pas la programmation d'entraînement. Et puis il y a Suunto qui, eux, ben, ils ont les datas et ils sont capables de dire, ben voilà, nous, il y a 2,7% des gens qui utilisent la programmation d'entraînement, des gens qui achètent nos montres. Donc, ben, la programmation d'entraînement, c'est X heures de codage, etc. Donc, ben, pour 2,7% des utilisateurs, on ne va pas le faire. Puis après, ben, comme ils ne communiquent pas, Polar et Suunto communiquent très, très peu par rapport à Garmin, ben voilà, ben c'est tout. Ils ne le font pas. Plop, plop, plop. Après, y a-t-il une grosse nouveauté sur les ceintures cardio? Ben non, en fait, alors dans les fuites, qui étaient, alors c'est pas une, enfin, c'est une fuite, mais qui confirme le truc, hein, c'est un enregistrement auprès de la FCC. Donc la FCC, c'est une organisation qui fait les tests de tout ce qui est radioélectrique. Donc en gros, elle fait les tests de rayonnement Wi-Fi, Bluetooth, ANT+, etc. Donc là, Garmin a déposé un dossier avec une VivoActive 3, musique LTE, et il y avait une ceinture cardio également qui avait la particularité, surtout pour Garmin, de n'avoir qu'une seule connexion Bluetooth, pas d'ANT+. Donc, je pense qu'on est nombreux à avoir sauté sur l'affaire en disant, ben voilà, Garmin va annoncer au CES une nouvelle montre et une ceinture cardio. Et finalement, ils n'ont pas annoncé de ceinture cardio. Alors, est-ce qu'ils vont l'annoncer cet été en même temps que la Phoenix 5? Est-ce que justement, en même temps que la Phoenix 6, pardon, est-ce que justement c'est quelque chose qui va apporter une nouvelle fonctionnalité à la Phoenix 6? Nouvelle fonctionnalité sport, j'entends, parce qu'en fait, de la Phoenix 5 à 5 Plus, il n'y a eu rien, aucune nouveauté sur le sport. Bon, sauf si on compte la cartographie comme étant utilisable pour le sport. Mais donc voilà, pas de nouvelles métriques, rien pour l'entraînement, rien pour progresser. Alors que Polar, eux, ils ont fait justement la démarche inverse. Eux, ils ont dit, bon, on ne peut pas lutter contre Garmin sur toutes les fonctions connectées, etc. Donc nous, on va faire effort, on va sortir un truc qui tue sur l'entraînement. Et là, donc ils ont sorti tout leur suivi de performance, de récupération, etc. Training Pro, Recovery Pro. Et Suunto s'est dit, nous, on va sortir un truc de tueur pour les ultras. Et on sort, une Suunto 9 avec 120 heures d'entraînement. Donc là, peut-être que cette année, voilà, Garmin l'an dernier a fait un choix plutôt connecté. Peut-être que cette année, Garmin va sortir un choix plutôt sportif. Et du coup, voilà, peut-être que dans cette ceinture cardio Bluetooth, il y avait un nouveau truc. Ce qui serait nouveau, hein, puisque Garmin, historiquement, c'était
l'ANT+. Ensuite, ils se sont mis à faire du double compatibilité ANT+ Bluetooth sur leur montre. Alors, est-ce qu'ils ont anticipé la transition? C'est-à-dire est-ce qu'ils ont dit, ben, pendant un an et demi, on apporte la compatibilité Bluetooth sur nos montres, et dans un an et demi, on sortira une nouvelle montre cardio qui n'est que Bluetooth, une nouvelle ceinture cardio qui n'est que Bluetooth. Peut-être, mais bon, là-dessus, je pense qu'on a trop peu d'éléments. Ça serait beaucoup s'avancer que d'essayer de lire la stratégie Garmin avec ça, quoi. Alors attends, je réponds vite fait à Fabien sur quel carto je conseille pour Fenix 5 Plus. Là, il suffit d'aller dans le test de la Fenix 5 Plus sur le blog et je recommande la carto Freak Art. C'est un truc norvégien, c'est l'équivalent de l'IGN norvégien et pour moi, c'est la meilleure carto gratuite. C'est top. Voilà. Carto, courbe de niveau, il y a tous les détails, génial. Donc là, va sur le site sur le blog, tu cherches le test de la Fenix 5 Plus et tu descends dans l'onglet, le paragraphe cartographie et j'explique comment la télécharger, comment l'installer sur la montre. Et Jean-Luc, demande à quand on pourra paramétrer les paramètres de la montre et des profils sportifs sur l'ordinateur. Et alors ça c'est marrant parce que, bon voilà, Jean-Luc, visiblement tu as une Garmin, ah bah oui d'ailleurs tu le dis, tu as une Garmin et tu peux tout configurer sur la montre, c'est génial, mais toi tu voudrais configurer ça sur l'ordinateur. Et à l'opposé, une chose que je trouve un peu pénible sur les Suunto, les Polar et quelques autres montres, c'est de devoir sortir l'ordinateur pour paramétrer la montre. Et de ne pas pouvoir me dire « Ah mince, voilà, je pars courir, et là je me rends compte « Ah mince, j'ai configuré mon écran, j'ai configuré mon profil course à pied, mais là le profil trail, je ne l'avais pas paramétré, et du coup j'ai qu'un écran à 3 données, je voudrais bien le passer à 4 données. Ah ouais, mais mince, parce que ça, il faut le faire sur l'ordinateur, quoi. Donc en fait, c'est marrant de voir comme on n'est jamais content de ce qu'on a, en fait, c'est tout, hein. Alors là, je dis mon petit côté, voilà, je pousse un petit peu le bouchon, là. Polar et Suunto, il faut faire ça sur l'ordi, j'aimerais bien faire plus de choses sur la montre. Et Fabien, lui, peut tout faire sur la montre, il aimerait bien faire plus sur l'ordi. Cela dit, Fabien, je te comprends, et je sais parce que tu l'as écrit, hein, mais je comprends ce que tu veux en fait. C'est de pouvoir régler les profils sur la montre qui fait que quand la montre bug et qu'on fait un reset, il n'y a pas besoin de tout reconfigurer. On branche la montre, tous les paramétrages, les personnalisations sont transférés vers la montre et du coup voilà, on a fait un reset. Enfin, moi, chaque fois que j'ai un problème sur une Garmin et que je sens qu'il va falloir faire un reset, et bien en fait, chaque fois, j'essaye, mais j'essaye 20 fois de faire que ça marche sans faire le reset. Parce qu'une fois qu'on a fait le reset, il faut reparamétrer tous les profils sportifs, reparamétrer les écrans, les alertes, tout. Et ça, c'est galère. Enfin, pas galère, c'est pénible. C'est pénible. Donc, je suis d'accord avec toi, Jean-Luc. En fait, si on est un peu tête en l'air, c'est sympa de pouvoir tout configurer sur la montre, parce qu'on peut configurer ça n'importe où. On est déjà dehors sous la pluie, bon hop, on configure un truc vite fait. S'il y a des bugs ou autres, c'est pas mal d'avoir tous les profils stockés sur la plateforme web et pouf, un coup de synchro Bluetooth et ça y est, toutes les configurations se transfèrent. En fait, il y a je sais pas qui le dit là. Ah bah c'est Jean-Luc. Les 2 modes seraient idéales. Ouais, mais quand tu as les 2 modes, tu as le problème qu'on a sur les Garmin, sur le paramétrage de la langue. Non, pas de la langue, le paramétrage des miles kilomètres. C'est qu'en fait, j'ai des gens des fois qui m'écrivent « Ah, ma montre, elle est repassée en miles, pourtant j'ai bien mis en kilomètres. » Ouais, mais en fait, c'est que les unités, donc soit métrique, soit miles, c'est quoi? Je sais plus comment c'est appelé, c'est bon, les trucs anglais, hein. En fait, on peut le paramétrer dans la montre et sur Garmin Connect. Ça veut dire que si vous le paramétrez sur votre montre et que vous faites une synchro de Garmin Connect, le paramètre de Garmin Connect, il va venir écraser le paramètre que vous avez rentré sur votre montre.
vous ne comprenez pas, vous changez ça dans le menu de la montre, et vous refaites une synchro, et paf. Donc en fait, c'est un problème. Là, je sais, hein, tous les gens qui me contactent pour ça, c'est un petit mail, 2 minutes, enfin 2 lignes. Tu as paramétré ça sur la montre, va paramétrer ça dans Garmin Connect. Et puis voilà, ça règle le problème. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a réécrit en me disant ça marche pas, quoi. C'est réglé, c'est le genre de truc, j'ai déjà vu plein de fois. Dès que je commence à lire le message qu'on m'écrit pour me décrire le problème, bah, c'est bon, hein, je fais répondre, voilà. Et c'est répondu, c'est réglé en deux lignes, quoi. Donc voilà, dès qu'on introduit la possibilité de paramétrer les deux côtés, il y a toujours un problème il y en a un qui va écraser l'autre quand on fera une synchro. Alors, le mode impérial, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc il y a le mode métrique, les unités métriques, c'est celles qu'on utilise, et les unités impériales, c'est le système anglais avec les miles. Merci Simon. Donc là, Kevin, est-ce que Garmin ou d'autres marques va suivre Polar en intégrant les données de puissance directement calculées par la montre? Franchement, si j'étais une autre marque, je dirais peut-être oui. Tout simplement parce que ça me semble pas compliqué en fait. Là, Polar, ils ont pas, enfin c'est pas une innovation. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué le Fuse Track de Suunto que la puissance de Polar. Je m'explique. La puissance de Polar, c'est quoi? Ils prennent le poids, l'accélération, donc là c'est l'accéléromètre, l'allure instantanée, enfin l'allure instantanée du GPS, l'accéléromètre si on veut affiner un petit peu ça, et le dénivelé. C'est tout. Il n'y a aucun autre facteur qui rentre en compte. Donc il n'y a pas le vent, il n'y a pas la nature du terrain, il n'y a pas la présence de racines, de sable ou quoi. Il n'y a rien d'autre. Donc en fait, c'est une approximation assez grossière, mais qui est suffisante, hein. Quand je dis que c'est une approximation, c'est suffisante pour l'entraînement et c'est plus précis que... plus précis, je veux dire, plus fin pour l'entraînement que la variation de la fréquence cardiaque. Parce qu'en fait, quand vous faites un effort, par exemple du fractionné, par exemple, c'est facile, hein, vous faites un 30-30, vous vous rendez bien compte que quand vous faites votre 30 secondes rapide, quand vous arrêtez, la fréquence cardiaque, il va falloir plusieurs dizaines de secondes pour que ça revienne à un niveau normal. Et c'est là que vous repartez pour votre deuxième série à fond. Alors, et donc l'intérêt de la puissance en course à pied, c'est justement ça, c'est que ça varie beaucoup plus vite. Donc voilà, ce qu'a introduit Polar, c'est suffisamment fin pour être utilisé pour l'entraînement. Par contre, c'est très grossier par rapport à la puissance réelle que vous dépensez, quoi. Donc finalement, c'est pas compliqué, parce que voilà, c'est de l'allure instantanée du GPS, l'accélération et du dénivelé, parce que quand on monte, on se dépense plus que quand on court sur le plat. Et puis c'est tout. Donc en fait, et surtout, il n'y a rien, on peut le confronter à rien qui nous dise, qui mesure la précision. Donc voilà, c'est facile, c'est facile. Après, je dis pas que tout le monde va le faire, parce qu'en fait, le but de chaque marque là, c'est pas d'essayer de copier ce que font les autres. Là, on le voit bien, hein, maintenant, ils essayent vraiment de se différencier en fait. Parce que si des marques comme Polar Suunto font la course derrière Garmin, Garmin a ajouté ça, en gros, hein, le GLONASS par exemple. Garmin annonce le GLONASS, on met le GLONASS. Garmin annonce Galileo, on met Galileo. Polar annonce la puissance de course à pied, on met la puissance de course à pied. Je pense que ça c'est autodestructeur à la fin. Bon déjà, ça fait que toutes les marques sont en retard, puisqu'elles seront toujours en retard derrière Garmin. Donc ça veut dire qu'elles ne pourront pas vendre leur montre aussi cher que Garmin ne l'a vendue, puisque en fait Garmin, ils ont pu vendre une montre chère parce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité. Mais si vous arrivez derrière avec la même fonctionnalité, vous êtes forcément obligé de baisser un peu votre prix si vous voulez que les gens ils achètent plutôt votre montre que celle du premier, quoi. Donc vous faites moins de bénéfices que Garmin, et donc Garmin sera encore en avance sur la recherche et développement, et puis voilà, c'est un cercle sans fin. Et puis au final, du coup, si tous les fabricants se mettent
à copier Garmin, bah, finalement tout le monde va faire les mêmes montres à des prix qui vont toujours baisser, 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 et au final, bah, je pense que tout s'écroule, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est facile pour un constructeur de faire la puissance en course à pied au poignet comme le fait Polar. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils vont chercher à le faire aussi. Je pense que là, vous voyez, on a quand même Garmin qui se positionne plutôt sur le plein de fonctionnalités, donc assez général, et puis beaucoup de connectés. Suunto qui cible le petit marché de l'ultra, Polar qui cible le petit marché des triathlètes, des coureurs qui cherchent à améliorer leur performance. Parce que finalement, tous les gens qui, comme moi, ont fait un half Ironman sans objectif de chrono, ben, une Vantage M suffit. En fait, on n'a pas besoin, moi j'ai pas eu besoin pour faire mon triathlon de Cannes, j'ai pas eu besoin de la puissance en course à pied, j'ai pas eu besoin de fonctionnalités de fou. Donc moi, je l'ai préparé avec une V800, mais voilà, si c'était aujourd'hui et si je devais acheter pour mon utilisation personnelle, pour ce qui est des fonctionnalités sportives, la Vantage M me suffirait. Mais pour ce qui est de ce que j'apprécie utiliser, j'aime le suivi d'itinéraire, donc je ne choisirai pas la Vantage M parce qu'elle n'a pas de suivi d'itinéraire et elle ne l'aura pas par mise à jour. Donc voilà, donc je chercherai une autre montre. Alors là, Terry, tu me poses une question. Là, honnêtement, je n'ai jamais essayé. Donc, envoie-moi un mail pour ton histoire de multisport avec deux parcours là. Il faut que je teste. J'avoue que j'ai jamais testé le cas, donc je sais pas. Est-ce que TomTom était présent au CES? Non. Là, si vous allez dans l'article que j'ai publié juste avant le CES, la semaine avant, qui s'intitule Les montres attendues au CES. Voilà, les nouvelles montres attendues au CES 2019. Vous devez encore pouvoir le trouver sur la page d'accueil, hein, ou sinon il ne doit pas être loin. Je vous ai donné la liste des marques qui n'étaient pas présentes. Là, je suis en train de l'ouvrir. Il n'y avait donc pas Coros. En fait, Coros y était l'année dernière. Ils y ont annoncé la Coros Pace. Ils n'y étaient pas cette année puisqu'ils ont annoncé l'Apex au mois de décembre. Donc bon, comme ils l'avaient annoncé au mois de décembre, c'était sûr qu'ils n'allaient pas faire le CES juste après. Mais là aussi, hein, je pense qu'on est dans la catégorie d'entreprises pour qui le CS revient super cher. Donc voilà, cette fois ils ont fait l'impasse. Polar n'y était pas, TomTom n'y était pas, Casio n'y était pas. Là c'est la même chose, hein, ils avaient annoncé la WSD F20 en 2017. Et là ils ont annoncé la F30 à l'IFA à Berlin en septembre 2018. Ensuite, quelles sont les différences entre l'ANT+ et le Bluetooth? J'ai les capteurs, donc la question de Fabien. Et je n'y vois pas d'inconvénient, pas de limite. Alors en fait, c'est une différence technique, mais qui, pour l'utilisateur, sauf si vous avez quelques cas particuliers, change rien. En fait, l'ANT+, c'est un mode broadcast. Il faut imaginer que votre capteur, c'est comme je sais pas comment ça s'appelle, France Télévisions. France Télévisions balance sur les ondes en France la télé. Et donc n'importe qui a une télé branchée sur la bonne fréquence peut recevoir le signal. Ça veut dire qu'avec une ceinture cardio, vous pouvez avoir un compteur vélo et une montre qui capteront toutes les deux en même temps le même signal de la même ceinture cardio. Voilà. La ceinture cardio, elle émet tout autour d'elle et n'importe quel équipement qui est capable de se connecter sur cette fréquence peut recevoir le signal. Le Bluetooth, c'est un mode point à point. Donc là, c'est plus comme un câble. Donc en fait, vous prenez un capteur, vous l'appairez avec une montre, et du coup, ce capteur ne peut communiquer qu'avec cette montre. Voilà. C'est ça la différence entre Bluetooth et ANT+.
Et du coup, tu n'as pas trouvé les limites. Eh ben voilà, les limites, je te l'ai dit, c'est que un capteur Bluetooth ne peut être connecté qu'à un seul équipement, alors qu'un capteur ANT+ peut être connecté à, enfin, peut diffuser ces informations, ces données à une montre, un compteur vélo ou autant qu'on veut. Voilà, donc je pense qu'on peut arrêter là ce soir parce que je vois pas de nouvelles questions. Faut encore que je vous tourne la vidéo de samedi, hein, puisque pour l'instant je l'ai pas faite. J'ai une idée de ce que je veux faire, mais il faut que je la tourne. Et comme je vous ai habitué un petit peu à faire une vidéo tous les samedis. Fabien qui demande des infos sur le CES, parce que je vous rappelle que quand même le thème de ce soir c'était le CES. Alors sur le blog, tu trouveras la présentation de la Withings Move ECG, de la Vivo Active 3 Music LTE et de la Matrix PowerWatch 2. Voilà, c'est les 3 seules montres que j'ai trouvées suffisamment intéressantes pour les présenter dans un article chacune. Et sinon, ben, tu vas sur le site ces.com si tu veux voir. Par exemple, moi, ce que je vais voir chaque année, c'est voir ils distribuent des awards. Donc il y a les awards de l'innovation. Voilà, ça permet de voir un petit peu plein de choses. Donc ça, s'il y a un truc à aller voir sur le site du CES, c'est ça. C'est les awards de l'innovation. Et c'est assez large, hein, ils en distribuent, je sais pas, peut-être une quarantaine. Donc il y a des trucs pour la maison connectée. Mais là, vous allez voir sur la catégorie, il y a 2 catégories intéressantes. Il y a une catégorie qui s'appelle Wearables et une catégorie qui s'appelle Fitness, Sport et je sais plus quoi. Donc voilà, vous allez à F, Fitness, et ensuite vous allez à W, Wearable. Et puis là, vous regardez les awards. La Tactics Red, je l'ai déjà présenté sur le blog. Et en fait, il y a 2 choses qui sont nouveaux. C'est le fait qu'elle soit numérotée à l'arrière et le fait qu'elle soit vendue que dans certaines bijouteries en France. Je crois qu'il y a 6 ou 8 bijouteries en France. Vous la trouverez nulle part ailleurs. Merci à tous pour vos encouragements, merci à vos commentaires, vos participations, vos partages, tout ça. Là, voilà, quand je vois les badges de super fans, voilà, c'est que vous êtes à fond, c'est que ce que je fais vous plaît, mais c'est aussi que vous êtes à fond. Ça, c'est super intéressant pour moi. Déjà parce que, voilà, juste pour que je vois qu'il y a des gens qui apprécient mon boulot. C'est aussi super important d'un point de vue, d'un côté technique, hein, parce que pour faire son choix d'ordre Google, ils regardent ça. YouTube, c'est pareil, donc ils vont regarder quelle vidéo a eu plein de j'aime, quel article a été partagé. Donc voilà, donc tant que vous le faites, pour moi c'est génial. Continuez de partager ce que vous... Voilà, je ne demande pas à ce que vous partagez tout, hein, mais quand vous trouvez une vidéo, un article intéressant, voilà, techniquement ça aide de partager, de mettre un j'aime, et puis voilà, moi d'avoir tous vos retours de merci, etc. J'avais dû en parler aussi lors d'un live. Là maintenant, j'ai de plus en plus de messages et de commentaires où, avant de poser une question, ça commence par un merci. Et ouais, c'est génial. C'est génial. Et donc, on continue.